un webinaire aujourd'hui à propos de Cash is King. Je vais mettre un tout petit peu en perspective pourquoi est-ce qu'on est là. Je m'occupe personnellement de la French Tech ici à Barcelone et notre mission est donc d'aider les jeunes pousses en devenir à atteindre, si vous voulez, prospérité, félicité. Et blague à part, notre boulot, c'est d'essayer d'accompagner un maximum de boîtes, soit qui viennent s'installer à Barcelone, soit qui se lancent depuis Barcelone et qui se développent. Euh, Soit qui s'intéressent au marché espagnol. Et évidemment, ce sera pas mal répété au cours de cette discussion, mais il y a un sujet récurrent depuis que on a un peu l'impression que la vague des grosses levées de fonds très faciles, avec plein de zéros derrière, se soit un peu calmée. Et je pense que tout le monde autour de nous et que tout le monde personnellement, on a vécu cette espèce de retournement de séquence, cette nouvelle séquence dans laquelle on rentre. Et évidemment, l'aide qu'on peut apporter maintenant aux boîtes, c'est de dire soyez vigilants à votre cash parce que les levées de fonds vont être plus lentes à s'exécuter, pas forcément des montants aussi élevés que vous n'auriez pu l'espérer il y a encore un an. Et du coup, face à ça, plutôt que de dire bon courage, on se dit voilà, en communauté avec justement Angel Square et Ether Advisors, qui sont respectivement Angel Square, je pense qu'on ne le présente plus, c'est vraiment la plateforme de référence du financement participatif ou des levées de fonds, voire globalement maintenant des levées de fonds en France, et Ether Advisors, qui est un cabinet de DAF à temps partagé, spécialisé particulièrement sur les boîtes tech. On s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut apporter un peu une petite pierre à l'édifice face à cette période un peu plus tendue, hein, qui sera cyclique et qui forcément est appelée à évoluer. On a résumé ça sous le thème et le terme cash is king, globalement, qui veut dire, puisqu'on ne peut plus contrôler le process la rapidité à laquelle on va pouvoir lever des fonds et passer les différentes cuts et différentes étapes, ce qui nous reste à faire, c'est à être très vigilant sur la manière dont on gère l'argent. Or, ce qui sera aussi répété, je pense, par les deux Benjamin et Sébastien, c'est que la gestion de l'argent un peu précautionneuse n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on lance une boîte et encore moins quand cette boîte commence à prendre de l'attraction. Donc, si on mélange un peu le pattern de comment ont l'habitude comment d'agir les fondateurs de boîtes au moment où leur boîte commence à prendre un peu de la hauteur, un peu de traction, et les circonstances dans lesquelles on est, il semble que dire cash is king et de dire attention à la manière dont vous opérez la gestion de votre cash est plus que jamais importante. Cette introduction faite, je vais passer à Sébastien et Benjamin Ziza de Twitter Advisors avant que nous passions à Benjamin Elbaz d'Angel Square. À vous, Alors, messieurs. moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Benjamin Ziza. Désolé pour la confusion avec les deux Benjamins. Je suis le cofondateur de Ether Advisors. Donc, Ether Advisors, on a un cabinet de DAF externalisé. On est spécialisé dans les startups et les scale-up digital. On compte à peu près 40 clients qui sont globalement entre la seed et la série B. Donc, avec des problématiques différentes, évidemment, mais c'est des problématiques qu'on va rencontrer et que je vais laisser Sébastien expliquer. Et après, pour parler un petit peu de moi, je suis directeur financier et parce que j'ai créé Advisor, j'avais 13 ans d'expérience en finance à différents postes. Donc, je laisse la main à mon cher collègue. Eh bien, également, Sébastien Doat, fondateur, cofondateur avec Benjamin d'Ether Advisor, environ le même nombre d'années d'expérience que Benjamin sur la fonction finance, donc environ 13 ans, société spécialiste des sociétés SaaS, e-commerce, blockchain, prestations de services, de cybersécurité. On a quand même, je pense, un scope, un panel d'activités assez large du côté d'Ether Advisor. Et c'est en ce sens que on a fait le constat qu'on rencontrait, dans le cadre de notre mission, beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprenaient pas encore comment évoluer leurs indices de trésorerie et encore moins comment piloter la gestion du cash et du BFR en entreprise. On a souvent ce cas de figure qui est de l'entreprise dans laquelle tous les métriques et les KPIs de croissance qui sont au vert et qui pourtant se retrouvent régulièrement en situation de tension de trésorerie, que ça soit en fin de mois ou en début de mois, et qui nécessitent donc de prendre des décisions plus ou moins drastiques pour redonner un peu d'air à la position de cash. Et c'est en ce sens qu'on avait décidé de créer ce webinaire qui était à la base un simple template de présentation pour donner 10 conseils pratiques et immédiatement activables pour avoir un impact immédiat sur la trésorerie. Vous verrez qu'on aura beaucoup d'exemples qui paraissent
en somme assez logiques et qui pourtant font du bien d'être rappelés. Et puis de mon Et- côté, donc moi c'est Benjamin Elbaz. Moi, peut-être pour la petite histoire, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs de la tech et du digital en France sur des opérations de M&A, de LBO et surtout de levée de fonds. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, chez Angel Square, spécialisé sur les opérations de levée de fonds. Concrètement, notre approche, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur les opérations de levée, sur des tours qui vont du pré-seed à la série A+, donc concrètement entre 500 000 euros et 10 millions d'euros de new money auprès de business angels, bien évidemment, de fonds d'investissement et de family office. Et on réalise une petite cinquantaine d'opérations par an. Et donc, je remercie mes chers camarades de Iter Advisor pour cette invitation. Et l'idée, ça sera peut-être de pouvoir donner un peu quelques éclairages, en tout cas, et mise en perspective dans le cadre de la levée de fonds sur ce sujet du cash. Parce que bien évidemment, je partage le constat de mes collègues autour de la table. Hein. C'est que très souvent, ce dont on se rend compte, c'est que les entrepreneurs qu'on rencontre, quand la question du cash se pose, c'est que c'est peut-être déjà trop tard. Donc, c'est des sujets qu'il faut prendre bien en amont. Donc, on va en discuter aujourd'hui. J'essaierai de vous apporter les éclairages nécessaires. Merci beaucoup, messieurs. On va directement passer dans le vif du sujet maintenant qu'on a bien vu votre tête à la fois figée et dynamique sur le premier sur ce premier et je vais laisser principalement Benjamin Ziza et Sébastien Dorat un peu articuler les conseils très opérationnels puisqu'effectivement, je le répète, l'idée c'est vraiment d'avoir des conseils extrêmement actionnables pour les entrepreneurs. Alors, le premier point, comme on le disait au début, hein, faire régulièrement du tri dans les outils qui sont utilisés par les équipes, hein, n'importe quel département est concerné par ce point, et identifier les tools, les SaaS qui sont devenus obsolètes ou qui sont pas ou peu utilisés. Je pense qu'on a là quand même un point assez important. On a certains départements qui sont quand même très friands en termes d'utilisation de SaaS. On peut cibler directement le marketing, hein, avec tous les outils qui sont mis à disposition et dont LinkedIn participe activement à la promotion. Je pense qu'on a quand même, un sujet ici qui serait de dire que sans rentrer dans la réalisation d'un full audit de la tech stack de l'entreprise tous les mois ou tous les trimestres, personnellement, je sais que je conseille aux équipes finance de faire une revue mensuelle de tous les tools qui sont utilisés par département et également de vérifier les pricing plans qui sont appliqués. Parce qu'on sait que si on a des utilisateurs, des licences, des sites qui ne sont pas utilisés, il y a quand même un effet de levier ici qui serait de dire qu'on peut couper immédiatement l'utilisation de la solution, de réaliser un downsell ou alors de cutter purement et simplement la dépense. Là, je pense qu'on a là le premier point que nous, en tout cas, financier, avons dans notre ligne de mire quand on s'occupe de la revue mensuelle des charges de l'entreprise. Parce que ce que tu dis, c'est que Ouais, c'est très facile d'avoir des dépenses récurrentes dont on ne se rend plus compte et qui s'accumulent alors qu'en gros, c'est de l'argent un peu gaspillé, quoi. Ou même des départs au niveau de l'entreprise qui continuent à utiliser des licences, des LinkedIn à 80 euros par mois, idem sur tous les outils qui ont pricing plan par site, quoi. ouais, et là-dessus, c'est vrai que pour faire cette revue, je pense que c'est nécessaire d'avoir une sorte d'outil, un outil de pilotage budgétaire qu'on met en place. Et c'est vrai que nous, très souvent, on fait un peu ce travail avec les entrepreneurs parce qu'ils pensent qu'avoir un business plan, concrètement, c'est uniquement quand on lève des fonds. Alors qu'en fait, justement, si on a un outil de pilotage sur lequel on travaille au day-to-day, on est capable justement de faire une bonne revue de ces outils et effectivement de bien évaluer et bien gérer ses dépenses, surtout sur la partie abonnement SaaS, quoi. Canon. Alors, le deuxième Ah. point qu'on a mis, je pense que si on doit en retenir que quelques-uns sur les 10, celui-là, je le mettrais dans les très, très importants. En fait, c'est renégocier les conditions de paiement. Il y a deux grands axes là-dedans. Alors, premièrement, c'est combien on va payer s'il y a des pourcentages, s'il y a des conditions. En gros, ça va être
conditions de retard, ce genre de choses. Et c'est surtout ces conditions, c'est surtout négocier les conditions de paiement, net 30, net 45, net 60. Et en fait, souvent, les difficultés de trésorerie viennent du BFR, viennent de votre besoin en fonds de roulement, qui est souvent causé par un décalage entre ce que vous allez payer, donc ça veut dire tous vos salaires que vous allez payer immédiatement, certaines charges, vos SAS, tout ce qui est immédiat, ce que vous allez payer ensuite, vos fournisseurs, vous allez payer avec certaines conditions de paiement, et derrière, vous allez avoir les clients qui vont vous payer. En fait, il y a souvent ce décalage entre ce que vous avancez directement et le reste, qui fait que vous êtes dans des situations qui peuvent être mauvaises, alors même que votre business est profitable. Et donc, cet élément, il est essentiel parce que souvent, quand il y a des personnes qui disent: «Bah, il me manque de l'argent, je vais aller chercher, heu, de l'emprunt, je vais aller chercher, de l'argent, il me faut plus». En fait, parfois, il suffit juste de négocier les bonnes conditions de paiement, de se faire payer plus vite et payer plus tard. Et ce travail, il est essentiel parce qu'il y a un énorme effet sur la trésorerie, peut-être le plus facile, peut-être le plus facilement activable et peut-être avec l'effet le plus fort, heu que vous pourrez avoir. Donc, je peux qu'insister sur cette partie-là, qui est de regarder vos contrats, renégocier les conditions de paiement. Assurez-vous, de payer un peu plus tôt pour avoir, même vous payez un peu plus cher, mais vous payez plus tard, et bah, parfois c'est rentable, et ça peut, vous sauver, vous sauver peut-être un mois de cash ou donc, très, très important ce point-là. Un Ouais, point et là-dessus, ouais. non, mais Vas-y. enfin, peut-être là-dessus pour compléter, Benjamin, je pense que les entrepreneurs des boîtes les plus tech qui nous écoutent vont dire, OK, mais moi, comment je fais? Parce que bah, j'ai de l'abonnement, par définition, tous les outils que Oui. j'utilise. Alors, bon, là-dessus, point intéressant, c'est que quand effectivement on vend de la tech, souvent on vend en SaaS. Et typiquement, il y a des sujets tout bêtes, c'est que certes, sur les dépenses, des fois, on ne peut pas couper et être au moins le moins, mais par contre, sur les entrées d'argent, et là, cette fois-ci, on peut très bien bah, justement essayer de négocier des paiements upfront d'abonnement annuel et ça permet justement de bien gérer ces sujets de cash. Mais, j'allais dire autre chose, hein, même sur des fournisseurs dans la tech, moi j'ai pas mal de clients à tech, on a réussi à négocier les conditions fournisseurs, en leur assurant par exemple qu'on ne payait plus avec du retard. On leur a dit: «On vous paye plus avec du retard, mais par contre vous nous mettez un peu plus. Par contre, je vous paye dans l'heure dont vous pouvez faire vos forecasts, avec des meilleures conditions, donc ou avec une petite décote». En fait, nous on avait une marge qui était tellement importante sur ces opérations que ça valait le coup de surpayer, mais d'avoir plus de trésorerie, parce que notre tension était en trésor. Et d'un côté, on a négocié de se faire payer à la semaine. De l'autre côté, on a tiré les conditions, vers les fournisseurs. On a gagné quasiment 2 mois de trésorerie, c'était énorme. Après, derrière, on n'avait plus de problème de trésorerie, on pouvait tirer et avancer. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être inventif parce que, bon, en fait, on risque rien à demander, hein. C'est comme quand on va dans un marché, et qu'on va négocier, on risque rien. Au pire, on nous dit non, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Mhm. Carrément. Troisième point, plus technique. Euh, alors, technique est plutôt un point process ici. Tout ce qui touche à la gestion du recouvrement, ça c'est vraiment un point qui est injustement mis de côté par beaucoup d'entreprises, notamment en phase, enfin entreprises early stage, en phase de développement. Mais tout ce qui est collecte du cash, c'est vraiment un point sur lequel on insiste peut-être pas assez et pourtant qui est capital ici. On peut parler de créer une équipe qui travaillera en direct avec la compta et les commerciaux pour gérer efficacement les retards de paiement, améliorer la récupération des créances également. Mais je pense qu'on doit surtout parler ici d'incentiver les commerciaux à aller collecter le paiement des factures qui sont émises pour le compte de leurs propres clients. C'est vrai qu'on voit beaucoup de bonus plans encore qui sont calculés sur la signature d'un contrat, sur l'émission de la facture et qui sont pris en compte le début du trimestre d'après pour le calcul des bonus des commerciaux. Mais en réalité, tout ça ne fait sens que si la facture a été payée. Payer un bonus sur un montant qui a simplement été facturé, et c'est clairement un non-sens pour nous financiers. Et ça, ce point-là, c'est vrai qu'il est assez difficilement acceptable par les équipes dirigeantes ou les responsables commerciaux qui vont dire que c'est pas leur travail d'aller collecter le cash, alors en réalité, ça devrait l'être. Et même sur des formats SaaS, des activités SaaS, sur lesquels on va signer des contrats annuel, semestriel, peu importe, hein, le montant du bonus doit vraiment être calculé sur le cash qui a été collecté. Voilà. On a un autre point ici qui est peut-être un petit peu un point de process un peu plus lourd à mettre en place, mais c'est avant la signature d'un contrat avec un client, bien vérifier l'état de solvabilité
des nouveaux clients qui vont être signés et faire un crédit check. Il y a des moyens très simples de réaliser un crédit check, que ça soit sur Infogreffe ou sur société.com, de vérifier s'il n'y a pas une alerte sur une procédure collective au niveau de l'entreprise, hein, que ça soit une liquidation, une procédure de sauvegarde, peu importe. Mais en tout cas, c'est de vérifier si l'entreprise, d'une, a bien été créée, de deux, si elle n'a pas de problème de solvabilité, et de trois, vérifier si, voilà, si l'entreprise a déjà un état d'endettement ou pas. Ça, c'est un point un peu plus discutable parce qu'en général, il faut payer pour ce genre de rapport, mais ça peut valoir le coup quand il s'agit d'un client assez conséquent, quoi. Bah. Ouais, Et ton là-dessus, dernier moi, point, c'était sur le facturage, ouais, aussi. bah, moi, si vous voulez, je peux compléter. Alors, ça va être de la pub un peu gratuite, hein, mais pour le coup, c'est vrai qu'on a accompagné une startup par le passé qui s'appelle RubyPayer et qui, en fait, concrètement, c'est un cabinet de recouvrement en ligne. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, bah, si vous n'avez pas les équipes, vous n'avez pas le staff, et vous pouvez pas demander à vos sales de gérer tous ces sujets sur aller récupérer le cash et qu'il y a des créances qui commencent à vieillir un peu, bah, ça peut être aussi le moyen de bosser avec des partenaires, des startups qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ça peut notamment RubyPayer et qui en fait permet de faire ce recouvrement pour vous. Ça vous permet de gagner du temps et surtout de faire croître aussi vite votre cash que votre niveau de MRR. Parce que rien de pire d'avoir des boîtes qui présentent des niveaux de MRR double digit en termes de croissance, mais derrière le BFR triple parce que les créances ne remontent pas. Et ça, clairement, c'est un sujet. Ouais. Ouais, et ça, Alors, c'est un sujet. Juste pour le credit check, je rajoute un tout petit truc, c'est que par exemple, quand vous passez aussi par des sociétés de type des grandes assurances, ING ou pour citer eux, mais il y en a plein d'autres, eux, généralement, ils vont avoir des process en interne qui vont intégrer ces credit checks. Donc, si vous passez par ce genre d'assurance, vous pouvez avoir intégré aussi le credit check et donc vous savez avec qui vous travaillez. et je vais faire un petit peu de pub à mon tour pour une boîte dans laquelle j'ai investi pour la partie à facturage, c'est que c'est des solutions, tout le buy now, pay later. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Hero qui est un peu qui est spécialisée là-dedans. Effectivement, toute la partie à facturage, je pense que c'est quelque chose qu'on envisage très années 80, un peu dans l'idée, très cher. Mais en réalité, avec la digitalisation, ça se simplifie énormément et je pense qu'il y a il y a une vraie opportunité à aller regarder comment est-ce qu'on peut s'assurer le paiement par un tiers à qui on va en fait déléguer la gestion quelque part du risque. Et pareil, l'avantage de la technologisation de tout, c'est qu'il y a des solutions qui, en fait, mises bout à bout, peuvent vraiment permettre de réduire le niveau de bad debt, qui est généralement une bombe à retardement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'accumulation du volume de factures pas payées ou mal payées. Sauf en closing comptable, quand on se rend compte que le montant des créances clients a pété le plafond et qu'on vient se faire challenger sur ce genre de métriques, qui est souvent le cas quand il y a une phase de roadshow avec des investisseurs ou une due diligence en cours, quoi. Ouais. Exactement. Et je pense que ça fait une très très belle transition Magnifique. sur ce point-là, exactement. En fait, c'est aussi, moi j'ai enfin, on voit pas mal de clients qui nous expliquent qu'ils ont tout mis en place, que c'est super bien. Et derrière, en fait, il n'y a pas de suivi. Ok. C'est définir des politiques. Déjà, s'il y a un premier bon point, c'est définir les politiques Mm. qui sont orientées de trésorerie. C'est dans tous les process d'avoir quand même une idée de pensée trésorerie. Et derrière, c'est aussi de les suivre. Alors, c'est bête dit comme ça, mais je peux vous jurer que 80%, 90% de nos clients ont un peu de mal et on est obligé de passer derrière. Donc, du coup, pour aller assez vite sur cette slide-là, définir des politiques clients, ça rejoint un peu les deux dernières slides de savoir qu'est-ce qu'on veut dire, quelles sont les conditions. Un point qui est assez important, toute la partie des terms and conditions, essayez d'avoir des modèles qui sont bien, qui soient utilisables, qui ne soient pas abusifs, parce que sinon vous allez vous les faire contester à chaque fois que vous les envoyez, mais essayez d'avoir quand même des TNC que vous proposez systématiquement pour essayer de signer sous vos conditions. Alors, ce n'est pas toujours possible, il y a des acteurs qui vont dire non systématiquement, mais c'est toujours plus facile déjà d'avoir un premier modèle euh, plus avantageux pour vous. Et si vous êtes obligé de discuter, c'est aussi plus facile d'envoyer vous votre TNC en disant écoutez, nous, il y a ce truc-là, est-ce que vous pouvez inclure cette clause et mine de rien, discuter ces TNC, c'est un peu pénible au moment de signer un contrat, sauf que derrière, c'est à chaque fois qu'il y a du retard, c'est ça qu'on va pouvoir enseigner, qu'on va pouvoir montrer. Et
d'expérience, c'est quelque chose qui est assez important. Et du coup, derrière, c'est valider la correcte application de ces politiques. Donc, c'est mettre en place des politiques de relance automatisées, des politiques de relance manuelles aussi, faire le suivi des paiements. Alors après, ça va rejoindre d'autres points qu'on va voir plus tard avec des KPIs. Regarder comment on engage une dépense, c'est très important. Qui a le droit de payer quelque chose, mettre en place des seuils. Il y a beaucoup d'applications, on va en parler un peu plus tard, mais bref, toutes ces politiques, de les suivre, de les mettre en place, de les penser cash oriented et après de les suivre et ça aide. Je suis pas trop Moi, le la meilleur question que pour j'aurais toujours. là-dessus, est-ce que le pushback ou le blocage, il n'est pas beaucoup plus en interne? On va vachement revenir sur la position de chacun, sur des départements sales qui disent non, les TNC, personne ne les lit, ça peut que être un blocage. Est-ce que de l'expérience, c'est quelque chose qui demande pas aussi une vraie évangélisation, en tout cas d'être assez ludique en interne, pour que ça devienne un automatisme quand on parle avec l'extérieur, parce qu'il peut y avoir vachement de blocage en interne pour ce genre de trucs qui sont un peu chiants, quoi, faut le dire. Alors oui, oui, mais alors ça rejoint un autre point qu'on verra plus tard, d'intégrer les équipes et de leur faire comprendre quels sont les enjeux de ces différents éléments. Mais c'est surtout quand il y a beaucoup de blocages d'expérience, c'est parce que les politiques sont pas bien mises en place et que le sales, à chaque fois qu'il est en train de vendre, il est en train de réinventer la roue. Donc à chaque fois, ça le saoule, il réinvente la roue, il est obligé de se taper des lectures de contrats qu'il ne sait pas faire, il n'a pas de process clair. Donc en fait, à partir du moment où on a un process clair qui est, tu proposes systématiquement tes TNC. S'il y a un blocage, tu l'envoies à ton département finance ou à ton département légal qui s'occupe de faire les allers-retours. Si tu définis, par exemple, avec ton département légal, ça, c'est les no-go et ça, c'est les points ultra importants sur lesquels on ne fera pas, bloquera. Alors, le sales gueulera de toute façon parce que tu rajoutes une friction à une vente qui n'est pas toujours facile. Quand le produit est un peu dur à vendre, tu lui rajoutes une friction, il va de toute façon gueuler. Mais si le process est super bien mis en amont, si tu l'as bien impliqué, si tu lui expliques les zones de risque, si tu signes un truc qui n'est pas bien foutu, en théorie, s'il est bien Ça constitué, simplifie. ça simplifie et surtout, il est censé comprendre. On part du principe que tout le monde est intelligent à tous les départements, donc si on explique bien et si on explique les enjeux, il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas. Tu as même les directeurs financiers. D'accord. OK. Point 5. Point 5, aligner le prévisionnel de rentabilité avec la trésorerie. Là, on a clairement un point capital qui touche plutôt à à la partie reporting, forecast de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est d'arriver à se dire, OK, je peux mettre en place des indicateurs qui me permettent de suivre la croissance de mon activité. Les KPIs assez classiques, hein, le chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires, si c'est un SaaS, le MRR, les new MRR, les upsells. Mais il y a toujours un moyen de relier ces indicateurs à un impact cash, hein, donc un cash flow statement. Il y a déjà des modèles de reporting type les three-way financials qui lient le P&L avec le bilan et avec le cash flow statement. Pour nous, directeurs financiers, en tout cas, on sait que si on arrive à cadrer ces 3 points au niveau d'une entreprise, et si en plus on arrive à leur donner je dirais un degré de détail par département, par business line, par revenue streams, là, on arrivera à obtenir les indicateurs suffisants pour s'assurer qu'on a de la renta et on a aussi du cash derrière. On arrivera également à déceler s'il y a une décorrélation entre le cash et remonter vers la rentabilité. Mais pour ça, une fois qu'on a ces éléments de reporting qui ont été mis en place, le but, c'est d'arriver à les communiquer de manière efficace avec l'intégralité des équipes qui sont concernées par ces indicateurs de renta. C'est sûr qu'on va peut-être pas aller voir immédiatement le département R&D qui, lui, n'est pas impliqué dans la croissance du chiffre d'affaires, par exemple, d'une entreprise, mais on peut quand même l'inciter à surveiller le budget lié à son département et l'utilisation même de ce budget. Parce que la responsabilisation au niveau de chaque équipe permettra de faire remonter une information efficace au niveau des C-level ou des directeurs de la société. Sans ça, je pense qu'on va se retrouver à avoir une stratégie uniquement top-down avec l'intégralité des directions qui sont prises par le haut de l'entreprise et qui sont envoyées aux autres départements. Mais il Ouais, y a et un point peut-être intéressant, ouais.
Vas-y, Ouais, je mais tu vois, t'empêche. là-dessus, même je pense que c'est important de compléter parce que on, on a teasé un tout petit peu au début et là, je pense que c'est un peu le moment de compléter. On sait que sur la partie levée de fonds, le marché est un peu plus compliqué, que les process sont un peu plus longs, que les paradigmes en fait ont complètement changé. Et typiquement, en fait, sur tous les process qu'on accompagne aujourd'hui de levée de fonds qu'on appelle un peu institutionnels, donc avec des fonds d'investissement Ah, on te perd un peu, Benjamin. et pas uniquement business angel, c'est revenu ou pas? Ok, Ouais, ça revient. je vais essayer de, nickel, je vais essayer de faire doucement. Mais concrètement, Alors, c'est reparti. un point qui revient de plus en plus aujourd'hui, c'est capable de démontrer. Alors, attends, je vais essayer de le faire sans caméra. Ouais. C'est bon là? Ouais, c'est un peu mieux. Ok, nickel. Bon, désolé à tous, mais en tout cas, peut-être pour terminer sur ce point assez rapidement, l'idée c'est de dire que quand on a un prévisionnel de trésorerie, de rentabilité, qu'on est capable de démontrer et d'éprouver cette rentabilité, c'est quelque chose qui est hyper assurant pour un fonds d'investissement, parce que bien évidemment, il va investir dans du scale, dans de l'argent qui va être burné. Mais ce qui est hyper important, c'est de démontrer que on est capable de piloter et de sortir de cette phase de scale parce qu'il peut y avoir des moments où le cash se fait un peu plus rare, où ce n'est pas efficient d'aller dépenser de l'argent. Et auquel cas, si on est capable de démontrer cette rentabilité et de l'aligner avec son cash, c'est devenu un point assez essentiel et assez important dans les process de levée de fonds. Top, merci. On t'a bien entendu. Nickel. Et c'est vrai que tu parles de la rentabilité, de la profitabilité et du suivi de la trésorerie qui sont effectivement des nouveaux, un peu un nouveau paradigme, enfin un ancien qui redevient nouveau et qui caractérise beaucoup l'époque dans laquelle on est. Je pense que toute personne qui a levé des fonds et qui est au téléphone avec des fonds a eu ce switch en quelques jours de burn et scale et grandit. Hein, fais attention à ta trésorerie et à ta rentabilité. Il faut savoir s'adapter et effectivement s'adapter dans le discours au moment de la levée de fonds, quoi. Ça, c'est évident que ça doit être très game changer. Carrément. Ouais. Et, et puis moi j'ai surtout l'impression qu'on revient à un modèle d'entreprise qui est assez classique et qui est beaucoup plus logique, quoi, parce que c'est vrai que burner, enfin, on a eu le cas de SaaS qui burnait 200 k tous les mois pour pouvoir générer de la croissance avec des valos incroyables, mais au final, enfin, ce modèle est pas viable si on prend un horizon économique à 2-3 ans. Il n'y a pas une prochaine étape, une prochaine levée de fonds pour continuer à injecter. Revenir à un modèle de pilotage, pas uniquement par le cash, mais qui intègre le cash dans l'analyse financière d'une entreprise, est quelque chose qui avait été peut-être oublié pendant des dizaines d'années, parce qu'on savait que justement, il y avait des entreprises, les VC, les private equity, qui étaient là aussi pour backer ces entreprises et pour investir dans la croissance et donc investir dans la valo et dans un exit futur. Là, on est vraiment dans une analyse purement cash opérationnel et qui est beaucoup plus logique d'un point de vue purement entrepreneurial. Clairement. Alors maintenant, les Et outils. Ouais, Parce que on a dit il y a quelques slides, faut couper tous les outils qui servent à rien. Donc maintenant, on va parler des outils qui sont utiles. clairement. bah, et sur celle-là, en fait, l'idée, c'est pas de se rajouter encore plein d'outils, mais l'idée, c'est d'avoir une stack IT qui soit cohérente et qui réponde réellement aux besoins. Donc ici, on est en train de parler uniquement de la partie trésorerie. Donc on va faire un petit focus sur la partie trésorerie. Il y a des outils que vous connaissez déjà. Il y a Spendesk, Payhawk, Pennylane en France, ça déchire aussi, Hotcall, Evolis. Bref, il y a pas mal d'outils qui existent. Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, ces outils, quel est mon point de friction sur la partie cash? Qu'est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas dans ma société et comment je pourrais l'améliorer? Et aujourd'hui, il y a globalement des outils pour améliorer tout. Donc, ce qu'il faut juste se dire, c'est bien identifier quel est le point de friction. Euh, des outils comme Spendesk et Pennyline, par exemple, hein, pour ne citer que, euh, ils vont répondre à la problématique de j'ai des équipes qui font n'importe quoi. Il y a des cartes bancaires qui se dirigent dans tous les sens. On galère à suivre nos dépenses et en plus de ça, on se fait polluer. Bon, c'est plus trop le cas, mais on se fait polluer dans notre travail parce qu'on passe notre journée à courir après des factures au lieu de se concentrer sur le business. Bon, bah, ces deux boîtes, elles ont répondu au problème. Et dès qu'on va avoir un peu de commerciaux qui se baladent, bah, ça peut être utile. Pennylane, c'est un ERP, mais par exemple, ils ont mis en place un système qui te permet de payer directement. Enfin, c'est pas les seuls, hein, il y en a beaucoup qui le font, mais tu peux payer directement
tes factures via l'outil et surtout, tu peux définir ta date de paiement. Donc, en fait, une fois que ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit avant, c'est tu as défini tes conditions de paiement, tu as négocié tes conditions de paiement, tu sais que tu payes à 45 jours, 43 jours ou à 44 jours, tu déclenches ton paiement. Ton fournisseur, il est toujours content parce que tu payes à l'heure. Toi, tu ne perds pas de temps et en plus, tu as optimisé ta gestion du cash jusqu'au dernier jour. Donc, c'est vraiment des outils à prendre en compte et c'est ultra important parce que vous allez gagner énormément de temps et vous libérer du temps sur des éléments où vous n'avez pas besoin d'en perdre. Hyper clair. Alors, on va parler. Je continue, hein, du coup. Hein. Je suis lancé. Allez, Bon, les voies en gros, alternatives. Alors, pourquoi tu as mis une dame d'un certain âge? Parce qu'il y a les, taper les bah, héritages, un il y but, a, il c'est y a le quoi? il y a le- il y a le viager, les héritages, exactement. Voilà, Non, exactement. en gros, ce point-là, je pense que pareil, tout à l'heure, je parlais des slides qui étaient assez importantes. Elles le sont toutes au final, mais ce point-là, il va être c'est peut-être un point un petit peu moins opérationnel et un petit peu plus de réflexion qui est aujourd'hui, toutes les boîtes qu'on rencontre, elles ont des problèmes de cash. Elles sont toutes à il faut plus de cash. Alors, sauf si elles viennent de lever et elles sont en train de cramer comme des assassines. Mais sinon, elles ont toutes des problèmes de cash et c'est des éléments qui reviennent assez souvent pour les raisons qu'on a dit avant. Et très souvent, moi, j'entends que ça de faut qu'on lève. Faut qu'on lève. C'est la réponse à tout, faut lever. Alors oui, de temps en temps, c'est la réponse. J'ai envie d'ouvrir un nouveau marché, j'ai envie de faire il y a un projet, il faut que je finance, j'ai besoin d'avoir des investisseurs qui m'aident, qui m'accompagnent. Bon, voilà, parfois, la levée de fonds, c'est la solution. Sauf que parfois, c'est petits montants et les solutions alternatives, elles existent. La première solution alternative dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de renégocier les conditions de paiement. Alors ça, c'est bête. Parfois, tu peux aller trouver 200, 300 000 euros simplement en négociant tes conditions de paiement. Et tu n'as rien changé à ton business model, tu as juste fait un petit effort sur tes top clients, tes top fournisseurs et tu as allé chercher de l'argent. Et il va y avoir aussi de la recherche de subventions. Il y a des subventions qu'on peut aller récupérer. Donc, ça peut être des subventions locales, régionales, européennes, nationales. Donc, bref, il y a plein de subventions qui peuvent exister, en particulier dans la tech. En particulier, là, j'ai vu qu'il y a des subventions pour les boîtes à impact qui est pareil. Enfin, il y a beaucoup de subventions à aller chercher. Il y a les banques, il y a la facturage, on en a parlé tout à l'heure. On peut combiner aussi ces moyens de financement. Donc, on peut combiner, là, je vais laisser Benjamin en parler parce que dans la slide d'après, mais en gros, on peut combiner avec des effets de levier qui sont vachement intéressants. Bref, en fait, il y a toute une série de moyens de se financer. Et en fait, il ne faut pas tout le temps aller penser que le financement dilutif est la seule façon, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Et puis, il faut être un peu inventif et puis il ne faut pas hésiter à les cumuler. Et je laisse Benjamin faire le focus parce que je pense que c'est vachement intéressant ce moment-là aussi. Ouais, bah écoute, merci Benjamin. Là, c'est le moment en fait où je fais l'anti-vente. Je dis qu'il ne faut pas lever. Donc, écoutez bien, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Mais enfin, pour revenir un peu plus sérieusement, c'est vrai que moi, ça fait voilà, un peu plus de 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs et je confirme un peu ce qui a été dit plus tôt, c'est qu'on a senti sur les 2 dernières années qu'il y a vraiment eu ce qu'on fait quand on sait qu'il va y avoir un trou de cash à lever des fonds. Alors que bah, moi, je peux prendre un exemple tout bête, hein, mais, une startup qu'on accompagne sur une opération de levée de fonds, nous dit voilà, je pense que j'ai du cash jusqu'à telle période. Nous, visiblement, on sent que pour ça, ça va prendre un peu plus de temps. Bah, un truc tout bête, on en a parlé tout à l'heure, mais plutôt que d'aller faire un bridge, d'aller se diluer ou quoi que ce soit, peut-être tout simplement, il suffit d'aller voir côté client et d'aller voir si sur du SaaS, on n'est pas capable d'aller chercher un contrat upfront. Et en fait, on est sur des montants où tout de suite, on arrive à passer ce petit trou de cash Ouais. Ah, avec les historiques. je coupe tes vidéos. Est-ce que... On t'a perdu, Benjamin. Ouais, on te Mais suivait. moi, je la connais l'histoire. Je la connais l'histoire. C'est qu'en Vas-y, fait, vas-y alors. dans l'exemple que tu nous citais, c'est de négocier un paiement upfront pour annuel, voire pour 2 ans, auprès d'un client, ce qui permet évidemment de rajouter de la trésor et éventuellement alors, d'éviter une levée de fonds ou en tout cas de la repousser à un moment où peut-être que la situation sera plus confortable. Et c'est vrai que bon, on a tous vu ce côté, on lève des fonds parce que l'accès au capital était simple, mais que en plus, non seulement regarder des options différentes de subventions, de prêts bancaires on est tous au courant, mais si on cumule tous les conseils qu'on a donnés jusqu'à maintenant, l'objectif, c'est précisément
d'essayer d'éviter de lever des fonds. En tout cas, quand ça va nous mettre dans une situation compliquée aussi, parce que ça, je pense que tu peux que souscrire à ça, c'est qu'un entrepreneur qui lève des fonds va y passer jour et nuit jusqu'à ce que l'opération soit closée, ce qui peut être 6 mois de travail. Et donc, en dehors même de tout ce qu'on vient de dire sur l'optimisation, bah, c'est la gestion du temps de l'entrepreneur, parce qu'il n'y a que le CEO et l'équipe de co-founders qui peuvent aller lever. Et quand ils sont en train de lever, clairement, ils font pas autre chose. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Guillaume, là-dessus. C'est un entrepreneur qui lève des fonds, c'est du temps qui ne passe pas sur son business. Et puis bon, quand on vend des plays de licorne, faire un bridge de 300 000, 5% du licorne, ça commence à faire de l'argent. Donc, bah, des fois, il faut être voilà, un peu plus inventif. Et c'est pour ça que, in fine, les conditions de marché actuelles, au final, remettent un peu les priorités dans le bon ordre. Donc, c'est pour ça, je pense que tous les points là ont été plus ou moins cités. Peut-être on peut passer à la suivante pour parler un peu du non-dilutif. Mais c'est vrai que si on fait un petit focus sur la partie levée de fonds, concrètement, bien évidemment, on sait qu'il y a beaucoup d'aides qui peuvent être débloquées dans le cadre d'une opération de levée de fonds. Donc, concrètement, aujourd'hui, on est grosse masse. Hein, on se dit que quand on lève, on essaie de faire à peu près 30% de non-dilutif quand on va chercher de l'equity, donc en plus du montant qu'on va aller chercher. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, je pense que ici, on est tous plus ou moins doués en maths, mais concrètement, aller lever du non-dilutif, c'est réduire cette dilution. Donc, ça permet en fait tout simplement d'aller faire du levier financier, comme le ferait entre guillemets, une entreprise saine, quoi. C'est-à-dire que quand on a un projet, on met un peu de cash et le reste, on complète en dette et on va faire du levier. Donc, on va aller chercher de la rentabilité financière là-dessus. Donc, concrètement, en fait, on va faire un économie de coût parce un taux d'intérêt même qui est en train d'augmenter à 4-5%, c'est toujours plus intéressant que de l'equity parce que ce que les fondateurs oublient, c'est qu'un taux de rendement de l'equity, c'est autour de 20%. Grosso modo. Donc, la dette reste toujours moins chère, même en contexte de taux élevés, que de l'equity. Le deuxième sujet aussi, c'est peut-être la flexibilité. On a quand même la chance, mine de rien, d'avoir beaucoup de dispositifs en France qui permettent justement d'aller débloquer du cash et de repousser les échéances de paiement. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier, mais ça permet justement de pouvoir se voir venir. Donc concrètement, et puis le point central, c'est le contrôle. Je pense que courir à faire des levées de fonds successives, nous, ce qu'on remarque par rapport aux années 2018-2020, on rencontre des entrepreneurs qui arrivent pré-Syria avec 50 et quelques du capital, donc quasiment plus la majorité. Et ça, c'est des situations qui deviennent compliquées à gérer. En fait, on fait la petite blague, hein, mais il y a des boîtes qui arrivent en série B et qui deviennent en fait managers fortement incentivés parce qu'ils ont tellement levé de fonds qu'il ne reste plus grand-chose. Donc voilà, bien réfléchir à cet effet de levier et la capacité justement à aller optimiser son cash et in fine, c'est optimiser sa dilution et maximiser son reward à la sortie, quoi. Très clair. Très clair. Alors, le point numéro 8, je pense qu'on va être assez rapide là-dessus, puisqu'il résume d'une part ce qui a été dit un petit peu en amont hein, au niveau des politiques de paiement de ses fournisseurs et de règlement au niveau client, et qui anticipe également un petit peu plus tard les indices de performance de liquidité, mais tout ce qui est notion de fonds de roulement et surtout de besoin en fonds de roulement, c'est quelque chose qui est quand même souvent mis de côté au niveau des entreprises en disant que c'est qu'un indicateur parmi d'autres, alors qu'en réalité, il permet de déterminer et de calculer un besoin qui peut être financé même par un partenaire bancaire. Si on sait que on a un BFR positif à hauteur on va dire de 100K, on est facilement à même d'aller voir son partenaire bancaire pour lui dire, écoute, j'ai 2 mois de BFR à faire financer. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un emprunt court terme à mettre en place ou une ligne de découvert qui me permettrait simplement de pouvoir anticiper mes besoins sur cette période-là et qui me permettrait d'avoir que cette ligne de crédit en dette au niveau de l'entreprise et donc de ne pas aller lever derrière et de ne pas non plus avoir à contracter de financement non dilutif sur du long terme. Voilà. Et donc après, surveiller la performance de liquidité et fixer l'objectif en fonction. En gros, là, c'est vous faites des PNL, vous faites des revues de balance sheet. C'est pas sûr, ça généralement, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font.
La revue du cash, généralement, on garde la position de cash début, fin de période. Puis il y a pas mal de personnes qui passent dessus. C'est généralement votre directeur financier qui regarde les 2 derniers que j'ai cités. En fait, c'est aussi bien de mettre en place certains KPIs et pas seulement des KPIs PNL. Alors, c'est bien de suivre, en particulier sur les SaaS, le MRR et compagnie. On va regarder notre CAC, notre LTV, tout ce qui va, mais ça peut être pas mal aussi de se rajouter une petite slide dans le report mensuel ou dans le report trimestriel, selon ce que vous faites, de quels sont vos indicateurs de cash. Et puis de regarder comment surtout ils évoluent. Un KPI, c'est surtout voué à évoluer, de regarder si on fait mieux, si on fait moins bien et comment se comportent des KPIs. Et donc, il y a pas mal de KPIs cash qui existent. On vous en a mis quelques-uns sur la droite, je ne vais pas passer dessus parce que ce serait très long et fastidieux, mais l'idée, c'est regarder ceux qui sont importants pour votre secteur d'activité, sur lesquels vous pouvez avoir, donc essayer de les comprendre, les quelques-uns que vous allez suivre, ça sert à rien d'en suivre 15, mais les quelques-uns que vous allez suivre, essayez de comprendre quels sont les enjeux et comment vous pouvez améliorer, quel est l'impact de l'amélioration d'un de ces KPIs sur votre cash. Donc, définissez ceux qui sont vraiment importants à suivre. Puis après, suivez-les de façon donc au rythme de vos reporting. Et puis, tous les 3 mois, tous les 6 mois, faites une évolution de comment évoluent les éléments. Est-ce que les changements qu'on a mis en place portent leurs fruits? Est-ce qu'on le voit sur les KPIs? Et est-ce que ça se concrétise? Parfois, on parlait de faire un bridge. Parfois, simplement améliorer quelques indicateurs fait que votre cash flow, votre cash forecast, il va un peu mieux. Et puis, si vous cumulez ça avec des meilleurs résultats, une meilleure gestion du cash, parfois, votre bridge, vous en avez même plus besoin parce que de lui-même, vous avez réussi à améliorer votre situation de cash. Et puis aussi, ces indicateurs, vous pouvez enseigner à des investisseurs ou des futurs investisseurs pour démontrer que vous avez quand même une bonne gestion de votre cash. Et encore une fois, pas besoin de faire des science rocket. Quelques indicateurs bien suivis et bien maîtrisés, ça suffit largement à convaincre des investisseurs. Sachant que moi, quand je regarde ça, il y a quand même les 3 quarts que je ne comprends pas. Parce que moi, quand même, bon, certes, je travaille dans le marketing, donc je suis un ignorant congénital, mais enfin, il n'empêche qu'il est vrai que on n'enseigne pas assez. Non, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de MRR, de gna, coût d'acquisition, enfin, des trucs qui sont, alors, je ne veux pas parler de vanity métrique, mais qui sont très concrets et on s'arrête un peu à la surface des choses. Alors, effectivement, je pense que ce ne sont pas des termes qu'on utilise quand on n'est pas dans la finance tous les jours, mais qui est quand même très important d'avoir en tête parce que finalement, c'est le rouage pas forcément visible de la boîte. Alors que quand on parle que de MRR, de taux de conversion, on s'en jette plein la tronche comme ça, mais que c'est vrai, je fais ça toute la journée, j'ai un jeteur de KPIs par la tronche, mais j'ai pas celle-ci dans mon Oui, réservoir et euh, c'est mais assez intéressant. sans prêcher pour notre paroisse, parce qu'après, c'est le but du directeur financier ou c'est le but du responsable du contrôle de gestion, de votre contrôleur. Si vous n'en avez pas, prenez un externe et Ether Advisor. Par exemple. Blague à part, non, mais blague à part, la personne qui doit suivre ces éléments-là, c'est une personne qui doit quand même se poser la question de quand je fais mon cash forecast, de comment je suis, quels sont mes points de blocage. Ça, c'est des outils qui vont l'aider à se dire j'en identifie quelques-uns et j'essaie de les améliorer. Euh, on rentre déjà dans quelque chose il faut qu'il y ait un PNL qui roule bien, des ratios qui roulent bien, un report qui sorte à l'heure, des indicateurs de rentabilité qui sont bien compris, aller un peu plus loin que les indicateurs de MRR qui sont assez simples et qui font effectivement des indicateurs que n'importe qui peut suivre et qui sont pas très. Enfin, bon, tu vends pas, mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à étaper dans des ratios pour essayer de se rendre compte si les actions qu'on prend portent leurs fruits. Et en termes de cash, encore une fois, pas besoin d'en prendre 15, mais juste quelques-uns qui te permettent après de tirer. Mais ça ne fait que reprendre ce qu'on s'est dit avant, hein, les délais de paiement client, fournisseur, le cash qui est dehors, combien de temps tu vas vivre. C'est des choses qui sont assez concrètes, mais bon, les suivre, ça, je trouve que c'est une vraie vertu, comme tous les indicateurs, tous les KPIs. Après, là, je prêche un peu pour notre paroisse. Mais il faut de temps en temps. Il faut. Il faut. Top. Ça fait typiquement le lien avec ce que tu disais, Benjamin, hein, sur les cash forecasts. Les cash forecasts, c'est vrai que si on les met pas en relation avec les autres reporting d'activité, en réalité, ça n'a aucun sens. Et surtout, moi, il y a toujours un exercice que je fais et que j'incite à travailler à minima une fois tous les trimestres, une fois tous les ans, c'est de définir différents types de scénarios sur les plans prévisionnels de trésor. C'est-à-dire, on sait que si on va lancer un investissement R&D à hauteur de 500K, par exemple, sur les 6 prochains mois, on a déjà la ligne des coûts
qui est déjà défini en avance, le coût des salaires, enfin de la masse salariale au global. Par contre, quelque chose qu'on n'anticipe pas, peut-être pas forcément, c'est l'impact au niveau des décalages de trésorerie, le paiement des charges de sécurité sociale qui intervient le mois d'après, le paiement des taxes trimestrielles, s'il y en a, par exemple la TVA qui se fait de manière trimestrielle en général. Hein, on ne va pas aborder les différents types de régimes de TVA, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a un impact direct sur le cash. Imaginons qu'on a une société qui fonctionne à plus semi-tendue au niveau du cash, ou qui a toujours ces petites tensions de trésorerie à la fin du mois. Si elle calcule uniquement en termes de rentabilité à hauteur de j'embauche quelqu'un à 60K sur le mois, par contre les charges de sécurité sociale et leur paiement, je ne les prends pas en compte sur le bon mois, on peut rapidement se retrouver à aggraver cette situation de trésorerie. Je le dis en connaissance de cause, notamment avec une des entreprises qu'on accompagne, qui a mis un moment avant de comprendre cette notion-là, alors qu'elle était fondamentale et que lui nous disait mon forecast est bon, je sais que je serai bon en trésorerie, et nous, on a réussi à lui prouver que non, si on prenait en compte ces décalages-là, et on avait un reliquat et un gap négatif à couvrir en fin de mois. Et si je peux compléter ce qu'a dit Seb, tout à l'heure, je parlais des slides importantes. Moi, en fait, celle-là, c'est la plus importante, c'est de faire des plans et de faire des scénarios et de regarder où on va. Vous le faites souvent pour les PNL, c'est aussi bien de le mettre partie cash parce que votre activité, elle va se planter parce que vous avez plus de cash. Et généralement, il y a deux sujets. C'est soit vous avez plus d'equity, vous êtes en fonds propres négatifs, mais vous avez des conditions, vous avez un BFR, vous vous faites payer en avance. Donc, du coup, ça passe et vous vous en rendez pas compte. Donc, vous êtes mort debout en attente d'avoir la liquidation des paiements. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est vous avez l'impression que ça va, vous vendez, vous êtes en croissance, et puis un jour, ah bah, merde, on se, on se plante parce qu'on n'a plus de cash. Et en fait, ces mouvements de cash, c'est les anticiper euh, par un P&L forecast, mais qui est relié avec un Three-Way Financial, ce qui nous permet aussi de voir le cash forecast. Et cet élément-là, en fait, si vous ne le faites pas, et vous êtes en tension de trésorerie, c'est toujours pareil. Si vous n'êtes pas en tension de trésorerie, que la boîte va très bien et que vous êtes nickel, vous pouvez oublier, mais bon, ça vaut quand même le coup quand même de les faire pour quand même savoir où on va et puis aussi pour avoir un peu de contrôle. Mais ce truc-là, pour moi, c'est le plus important, c'est faites des cash forecasts. Je peux que dire ça, c'est que dans le cash forecast, et en particulier quand c'est des petites boîtes ou des boîtes qui sont en train de chercher à lever, il y a toujours de la tension de trésorerie. 90% de nos boîtes, elles en ont. Et même quand vous avez levé des très très gros montants, vos invests, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, faites des cash forecasts et faites des cash forecasts avec des différents scénarios. 3 scénarios minimum, les worst case, les standards et un scénario optimal qui en réalité devrait correspondre à une situation normale d'entreprise. Et là-dessus, moi, je suis peut-être, enfin, Guillaume, si je peux compléter rapidement et faire le point que le levée de fonds, parce que, in fine, tout a été dit, mais je pense que c'est hyper important d'insister là-dessus pour les entrepreneurs qui se posent la question de lever des fonds, ceux qui sont déjà en train de lever des fonds. Et on navigue un peu à vue, se dire est-ce que c'est le moment de se dire sur le marché, est-ce que les fonds sont piqués, quoi que ce soit. Non. Je pense que le point qui reste essentiel, c'est de dire qu'on a un écosystème qui est sain et qui tourne. Par contre, ce qui est certain, c'est que les choses se sont un peu assainies et la tension de cash, c'est le point, nous, d'expérience, où on voit où les deals se complexifient. Pourquoi deux choses? La première, c'est quand on est en tension de cash, on n'a pas 100% de son temps de cerveau disponible pour être sur le business et gérer sa levée de fonds. Du coup, on est forcément moins performant. Et deuxième point, c'est que les fonds, ils vont le savoir parce qu'ils font une due deal et ils voient où vous en êtes au niveau cash. Et rien n'est pire d'entamer une négo quand en fait on sait que dans 2 mois on n'a plus de cash. Il ne faut pas oublier que le temps dans une levée de fonds, c'est l'ennemi numéro 1. Et de l'autre côté, côté investisseur, le temps, eux, ils en ont parce que les poches sont pleines. Et in fine, plus on attend, plus on fait un deal intéressant. Alors voilà, on n'est pas en train de faire peur à tout le monde, on n'est pas dans un monde de requins, mais un peu. Donc si vous voulez aller chercher des conditions qui soient saines et qui soient faires, faut aussi être faire dans vos bottes et avoir une bonne gestion de votre cash. On insiste. Qui n'a jamais levé avec un mois de runway d'ailleurs. et un cut sur la valo de 40%. Ouais, c'est le risque en tout cas. Ouais. Très clair. Et je crois qu'il reste un 11e Ouais, point. On est parti sur 10, il y en a 11e. ouais, exactement. On en a rajouté un petit 11e. Ça rejoint un petit peu le point des outils, ça rejoint en fait pas mal de points qui est la communication avec les équipes. Alors bon, quand c'est une startup avec 10 personnes, c'est simple.
Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde connaît à peu près les enjeux et encore, quoique, c'est pas toujours le cas. Parfois, les dirigeants partagent pas les enjeux avec les équipes. Mais en gros, les plans de trésorerie doivent s'expliquer à tout le monde, à tous les départements, parce que chacun a ses contraintes, chacun a ses objectifs personnels, et que généralement, on va rajouter une contrainte supplémentaire à des objectifs qui sont déjà d'hypercroissance. Les personnes sont déjà ultra stressées, doivent faire leur vente, doivent gérer la R&D. Enfin, bref, tout le monde a sa propre vie, tout le monde a ses propres préoccupations, et je trouve que généralement, c'est assez sain, c'est assez vertueux de communiquer. Bon, après, ça, c'est applicable à tous les domaines, mais dans le cadre du cash, c'est assez vertueux d'expliquer les enjeux aux différents départements et d'expliquer quelles sont les règles, pourquoi on le fait, les impacts des actions concrètement, et de vérifier et de continuer d'expliquer et de suivre ces éléments-là. Et je vais donner juste un petit exemple pour essayer de comprendre. Alors, c'est encore dans une boîte d'adtech, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de trésorerie sur des boîtes d'adtech où il y avait des sales qui faisaient énormément de ventes, qui vendaient des très, très, très gros montants, mais avec des marges très, très faibles. Et en fait, qui négocient des conditions de paiement dégueulasses. Et lui, il s'en foutait, il disait, ouais, moi, je vends, je suis un super performeur. En fait, on lui a montré qu'avec les marges qu'il faisait, les conditions de paiement qu'il faisait, quasiment, ça ne nous intéressait pas qu'il vende quelque chose. Donc, on lui a expliqué, on l'a foutu autour d'une table, on lui a montré les Excel, on lui a expliqué, voilà ce qui se passe. On lui a dit, voilà, des personnes qui vendent moins, des montants plus petits, avec des plus grosses marges, finalement, ils gagnent un petit peu moins que toi, mais ils immobilisent moins de cash. Et si on avait 3 business comme celui-là, on gagnerait quasiment 3 fois plus que les ventes que tu fais toi. Et donc là, il s'est quand même rendu compte qu'effectivement, lui qui pensait être le top performant de la boîte, ça ne marchait pas. Et donc, on a réussi à le sensibiliser et il a négocié. Il s'est dit, ouais, mais alors du coup, si je négocie des meilleures conditions avec les mêmes marges, est-ce que ça marche toujours? Il a réduit drastiquement les conditions de paiement. Il s'est fait payer de façon semainale. Et dans ce cas-là, on avait moins de cash immobilisé et du coup, hop, il redevenait le top performer. Mais on a dû lui expliquer et c'est de la pédagogie, mais ça marche avec les sales, ça marche avec les dépenses de marketing, ça marche avec tout. C'est vachement, vachement important pour que la cohérence soit globale et pour que ça ne crée pas des frustrations sur la gestion du cash. Super clair. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je trouve que vous avez fait un super boulot. Je le dis avec d'autant plus de liberté que j'ai pas fait grand-chose. C'est normal, c'est vraiment mon travail. Il nous reste quelques minutes, littéralement 5 minutes, pour du Q&A si vous avez des questions. Si quelque chose n'est pas clair, moi, je trouvais que tout était extrêmement clair. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on partagera le fruit de ce travail à tout le monde. Et puis, évidemment, on peut rester en contact. Mais voilà, on se donne 5 minutes pour soit poser des questions s'il y en a. Alors, sauf si j'ai mal paramétré le Zoom et que ça marche pas. Mais bon, normalement, ça fonctionne. Et sinon, bah, on en restera là, évidemment. Ah, on a une question qui est tout est super clair, merci beaucoup. Ça n'est pas une question. Merci Muriel. Effectivement, je trouve que enfin, il y a le fil directeur et je dirais que euh, pour vraiment conclure là-dessus, avant que vous ayez, parce que tout le monde ne fait que nous remercier, donc merci beaucoup. C'est qu'il y a un vrai sujet, je pense, de fond, notamment pour des non financiers comme moi autour de la communication. Tu vois, la petite blague que je faisais sur les indicateurs que je connais pas, c'est qu'effectivement, je pense que la fonction financière, c'est pas du tout une critique, mais enfin, c'est une critique, si, globalement, du monde de l'entreprise, c'est qu'on a vachement tendance à mettre en avant ce que font les sales, ce que font certains départements, mais la fonction financière, pour son côté vraiment pédagogue, d'expliquer dans quel contexte, en fait, cette espèce d'être humain, enfin, de personne morale qu'est l'entreprise fonctionne. Il y a quand même un vrai roi. Je sais que Amine qui est là m'avait fait une petite métaphore du CFO d'eDreams que je ne ressortirai pas là, mais c'est vrai que la fonction financière se situe plutôt à la fin du corps humain et qu'on a tendance à la laisser à la fin comme étant celui qui va venir éponger les merdes que les autres ont mis progressivement. Et je pense qu'il y a un problème de paradigme là-dedans, c'est que si on ne le considère pas comme étant, en fait, à chaque moment de la chaîne, en fait, on tombe facilement des nues. Je pense qu'on peut expliquer beaucoup des situations, notamment des situations très surprenantes qui sont des boîtes qu'on croyait au top du monde, qui communiquaient sur le fait que tout allait bien, et boum, 2 mois après, elles font faillite. C'est pas uniquement que les mecs ont acheté de Lamborghini et ont fait n'importe quoi avec le cash réellement, mais c'est parce que c'est souvent une cumulation de petites choses qui n'ont pas été
identifiés, pas été communiqués, pas été mesurés, en fait, qui ne sont pas passés à travers le filtre des 11 points que vous avez donné. C'est pour ça que finir sur le communiqué est important. Et en réalité, ben, c'est moins rare que prévu. Et je sais que chez ITER, vous avez eu un cas comme ça. Des boîtes qui, facialement, ont l'air d'être en pleine forme, mais qui tombent d'un coup parce que tout ça se découvre. Pour remédier à ça, la communication est centrale, pas la communication de n'importe quoi, pas la communication en disant tout va bien, vous inquiétez pas, mais plutôt la communication justement du détail de comment marche, enfin à quoi sert une fonction financière et comment est-ce qu'elle s'assure en réalité que le business reste en vie. C'est pas tant de s'assurer que il y a du cash partout et que Seb ou Ben vont pouvoir payer un off-site à Ibiza pour tout le monde. C'est vraiment de dire, voilà, c'est des points de vigilance, c'est de la mesure et c'est de l'optimisation pour s'assurer que la boîte va pouvoir croître dans des conditions pérennes. Et je trouve que l'exemple de boîte qu'on a tous vu se péter la gueule alors que deux mois avant, elle disait tout va bien, est très éclairante sur le fait que c'est parce que n'ont pas été appliqués ces principes qui ont l'air de bon sens qu'on ait des directeurs financiers seasoned CFO comme vous, mais qui sont pas du tout assez appliqués, sinon ces situations-là n'auraient pas lieu. Et je reprends un petit point qu'on en discutait avec Benjamin avant le call, qui était de se dire, nous, quand on voit des boîtes qui viennent nous voir, elles sont soit, elles commencent à lever, donc elles arrivent avec des BP qui sont dégueulasses, qui sont ni fait ni à faire, pas d'actuals, pas de suivi, donc elles viennent de construire leur BP et elles se pointent avec. Ou alors, bon, c'est des boîtes qui sont déjà installées, mais pour ces boîtes-là, pour ces exemples-là de sociétés qu'on rencontre, en fait, le but, c'est déjà avoir un suivi, et c'est pas de créer son suivi, pas de créer son BP le jour de la levée pour aller se pointer devant des investisseurs, c'est de commencer à le suivre en amont pour que le jour où vous avez besoin de lever, vous avez déjà détecté ce qui va pas, ce qui peut être amélioré, vous arrivez déjà avec une réponse aux objections et vous arrivez préparé parce que les BP que vous faites, qui sont faits sur un coin d'Excel à partir d'un template qu'on a téléchargé pour 11 € sur Internet, et c'est souvent plein d'erreurs, ça correspond souvent pas à la réalité, c'est souvent, en plus, ils sont assez facilement détectables, les erreurs, parce que c'est pas des erreurs financières, le modèle, il fonctionne, c'est des erreurs dans la logique, dans comment est reconnu le revenu, comment les charges. Bref, on le voit, ça se voit, c'est mal fait et ça sert à rien, en fait. C'est vraiment, il faut avoir une gestion. Alors, au début, quand on se lance, évidemment, ce qui est important, c'est de créer du business, de montrer que son produit fonctionne, c'est d'allouer des ressources au développement de la société. Mais je pense que c'est vertueux de le mettre assez tôt en place, un peu de contrôle financier. Et là-dessus, moi, enfin, là-dessus, Benjamin, je suis 100% en phase avec toi. Et peut-être pour enfoncer le clou, hein, il y a un point qui est quand même important, c'est que quand on accompagne les entrepreneurs sur leur opération de levée de fonds et qu'on les aide à co-créer en fait un business plan, bien évidemment, on a des modèles. Pourquoi? Parce que l'objectif du business plan qui est présenté, c'est de démontrer et de fournir en fait à un investisseur un outil qui est plug and play et qui dit OK, si je mets X dans la machine, voilà ce que je vais pouvoir sortir. Donc, concrètement, c'est mettre en évidence des drivers de croissance. La priorité numéro 1 d'un business plan levée de fonds, ce n'est pas de démontrer le cash. Parce que typiquement, pour mettre les pieds dans le plat, hein, quand on parle d'un business SaaS, on part du principe que comme on fait du SaaS, le CA rentre tous les mois et les dépenses, grosso modo, c'est de l'abonnement et des people. Donc, ça sort tous les mois. Ce qui fait en fait qu'on assimile notre EBITDA, notre sortie de cash mensuelle. Donc, ça va très bien parce que l'investisseur, lui, ce qu'il veut voir, c'est encore une fois, il investit dans une ligne, pas dans un point. Donc, il veut voir si s'il met X, combien on va en sortir, s'il met Y, combien on va en sortir. Ce n'est pas un outil de gestion. Et c'est pour ça que c'est deux sujets différents. Et c'est encore une fois un sujet qui doit être préparé en amont, à la rigueur, encore plus que votre deck, encore plus que votre data room. C'est avoir des finances au carré. Et bien évidemment, toutes les startups ne peuvent pas se payer un CFO day one. Par contre, il y a de très belles structures. Je peux en citer une, ITER, et qui peut vous accompagner sur ces sujets. On n'a même plus besoin de faire notre auto-promo. Non, ça me semble être une conclusion absolument mémorable. Mais en tout cas, en tout cas, il y a là, je pense, le prochain sujet du webinaire, hein, qui peut être le changement de perception du rôle de CFO dans les entreprises, parce que c'est vrai qu'on a encore cette vision, comme tu disais, Guillaume, du CFO qui est là que pour relater ce qui s'est passé dans le passé, et donc uniquement sur la partie actuelle. Hein. Mais par contre, on ne voit pas encore assez comme un maître à penser et une personne qui est vraiment là pour apporter et appuyer les décisions faites par le CEO.
Parce que qu'on soit indépendant comme nous chez ITER, où on est déjà chef d'entreprise, mais en attendant, tous les CFO ont cette vraie vision de business et qui comprend le business d'un point de vue 360 degrés. Il sait exactement comment fonctionnent les sales. Il sait comment fonctionne le marketing, même si ce n'est pas une personne qui serait capable de lancer des campagnes marketing d'outbound. Il comprend les nécessités d'augmenter les délais de développement d'un produit par l'équipe R&D et donc l'augmentation des coûts. Il est au centre de tout ça. Et lui, ce qu'il va faire, c'est déterminer si oui ou non cela a un impact sur l'entreprise au global. Cette partie, arriver à communiquer sur cette partie, tout ce storytelling, moi, je pense qu'on pourra en animer un webinar tout entier parce que arriver à décrire le rôle du CFO tel qu'il devrait l'être, pardon, actuellement, je pense que voilà, je pense qu'on a quand même pas mal de points à dire. Et même si on rajoute toute la partie data et toute la partie ouais, bah, toute la partie manipulation de base de données, data pour prendre des décisions, euh, je pense on a là notre sujet. Parfait. Merci, messieurs. Il est temps de libérer notre audience et de vaquer à nos occupations. Merci pour tout et je vous dis à tous à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à Au tous. revoir. À très vite. Ciao, bye bye. Au revoir.